Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue à tous dans ce magazine de ce dimanche 8 mars 2026, un jour où la femme est au cœur de réflexion. C'est une journée dédiée aux femmes à travers le monde entier. Alors, il ne s'agit pas d'une fête, mais une journée de réflexion. Et nous sommes là pour décortiquer l'actualité de la semaine sur ce plateau. Madame, Messieurs, nous avons le plaisir de recevoir pour vous Fedi Mukendi, qui est secrétaire national en charge de la communication et médias au sein du parti Union pour les valeurs tshisekedi, bien sûr. Bonsoir. Bonsoir, madame. Alors, Fedi Mukendi, comment allez-vous? Très bien, Dieu fait grâce. Un premier passage pour cette année 2026. Oui, un premier passage pour 2026. Je profite bien de cette occasion pour souhaiter meilleurs vœux à tous les téléspectateurs de 1.7, meilleurs vœux à tous les camarades de l'Union pour les valeurs tshisekédistes, le parti cher à l'honorable premier vice-président du Sénat, José Kalala Wakalala, à qui je souhaite aussi tous les meilleurs du monde et que je remercie vivement pour son leadership au sein de notre parti, mais aussi pour les actions communautaires au profit de nos populations dans le Kasaï oriental, dans les Lomami, etc. Alors, on rappelle également que Fedi Mukendi est notable du Kasaï oriental. Alors, dites-nous comment se porte cette province. Le Kasaï oriental se porte très bien, mais nous avons un problème. Il y a l'épidémie des rougeoles qui a atteint presque tout, pas presque, parce que je parlais avec le responsable de la santé au Kasaï oriental, qui a atteint toutes les 19 zones de santé de cette province. Alors, il faut signaler que la rougeole, pour le moment, ce n'est pas seulement au Kasaï, mais aussi d'autres provinces de la RDC. Oui, bien sûr. Mais au Kasaï oriental, il n'y a pas des activités de riposte de grande envergure. Il n'y a pas de campagne de vaccination. Il n'y a pas de campagne de communication telle qu'on peut le voir. C'est au niveau de la province que le PEV, la division provinciale de la santé, se débrouille avec des ciblages de la vaccination. Donc, la vaccination de routine, là où on trouve des cas, on envoie des gens là-bas. Et alors que cette province, c'est la province d'origine du chef de l'État. Cette province, c'est la province d'origine du ministre de la Santé, Roger Kamba. Donc, moi, je demande à son Excellence, Monsieur le ministre de la Santé, lui qui est l'architecte de la couverture santé universelle, qui est la vision du chef de l'État, de pouvoir se rappeler que les enfants du Kasaï oriental qui sont en train de mourir aujourd'hui à cause de rougeole, ces enfants seront des électeurs demain. Ces enfants seront des ministres demain. Ces enfants seront des journalistes demain. Il faut mettre des moyens pour organiser une campagne de vaccination contre la rougeole de grande envergure afin d'indiquer cette épidémie parce que les cas de rougeole ne font qu'augmenter du jour au lendemain. Alors, il faut rappeler aussi que le pays fait face aussi à certaines épidémies à travers la RDC. D'un côté, le choléra. Kinshasa n'est pas épargné. Il y a également un pox dans certaines provinces, le choléra aussi dans certaines provinces. Donc, le gouvernement devra donc mettre des moyens à travers le pays pour sauver des vies. Ouais. Alors, Fedi Mukendi, là, vous avez parlé de l'aspect santé. On sait qu'à un moment, il y avait une tension dans le Kasaï. On parlait de la corruption à gauche et à droite avec l'actuel gouverneur qui est revenu, qui a repris son poste. Maintenant, est-ce qu'on peut dire que tout va bien au Kasaï? Oui, je pense que tout va bien parce que il y a le calme. La justice a tranché l'affaire, le gouverneur a repris ses fonctions, il est en train de travailler. Je pense que et l'Assemblée provinciale et le gouvernement provincial, notamment représenté par le gouverneur de province, ils ont appris de cette crise pour faire les choses correctement afin qu'une autre crise ne puisse pas arriver, car ces crises ne font que retarder le développement de la province. Mais vous, en tant que notable, est-ce que vous êtes satisfait de l'élan ou du leadership de l'actuel gouverneur?
Satisfait ou non, le gouverneur, il est là. Il travaille. Moi, mon plaisir, c'est qu'il y a le calme au niveau de la province. Mais entre les deux institutions. Les actions qui peuvent donc Oui, aider la province à aller de l'avant. En fait, les actions, je risque de tomber dans les dialogues. Parce qu'au fait, le gouverneur de province, il est de l'IDPS. Donc, il est de l'Union sacrée. J'ai peur de pouvoir parler en lui jetant des fleurs, ce qui peut être considéré comme des dialogues. Le gouverneur a un chargé de communication qui peut dire des choses en sa faveur. Mais vous êtes notable. Vous êtes notable, c'est-à-dire que vous êtes consulté, vous êtes à l'écoute de la population. Votre souci est de voir cette province progresser. Oui, le souci c'est que je vois la province progresser. Je peux, moi, apprécier le gouverneur. Est-ce que vous êtes satisfait? Je peux dire que je peux dire en ce moment que je suis un tout petit peu satisfait parce que moi, je suis allé en Bushmaï, j'ai demandé l'audience et le gouverneur m'a reçu. Quand je suis allé, limiter aux audiences, mais parlez-nous de ce qui est concret, qu'est-ce qui est fait. Je suis en train d'avancer. Quand il m'a reçu, je ne suis pas allé lui parler de moi. Je lui ai parlé des problèmes de la ville de Mbujimaï et du Kassai oriental. Notamment le problème de l'électrification des parties où il y a de forage, de bornes fontaines, d'eau, là où la régie des eaux n'arrive pas. Je lui ai parlé de 80 km de route que le gouvernement central a attribué à la ville de Mbujimaï. Je lui ai dit, eh bien, il y a la commune de Djoulou, la commune de la Kanchi, qui sont hyper asphaltées. En ce moment, Excellence, Monsieur le gouverneur, souvenez-vous des communes que les Belges n'ont pas construites. Souvenez-vous de communes où il n'y a pas de routes, notamment la commune de Bipemba, la commune de Dibindi, une grande partie du côté de Mbinza, la commune de la Mouya. Et mon plaisir, c'est que les gens qui m'avaient demandé de transmettre ce message au gouverneur, et faire ce plaidoyer, oui, m'ont fait le feedback que la bourgmestre de la commune de Bipemba leur a dit qu'on a attribué 30% de ces 30 km, de ces 80 km attribués à la ville de Mbujimaï, à la commune de Bipemba. Je suppose que le gouverneur a écouté mon plaidoyer. Je lui dis merci. Mais je ne peux pas mettre beaucoup d'avis sur la reste des choses. Aujourd'hui, a de l'eau, a du courant? Oui, dans la mesure du possible. Quand nous comparons la situation d'avant le président Tshisekedi et d'après et en ce moment, je pense qu'il y a une grande évolution, une grande amélioration, parce que les parties qui étaient électrifiées, mais dans lesquelles on avait le courant 2 fois la semaine, ces parties ont le courant. Si j'exagère, c'est 6 fois sur 7. Ah, 6 fois sur 7. 6 fois sur 7. J'étais en Mbujimaï, j'ai logé dans un hôtel où toute la semaine, c'est comme en Europe, on n'a pas connu de rupture de courant. Maintenant, le problème reste par rapport à l'électrification, c'est parce que cette électrification n'a pas concerné toute la ville de Mbujimaï. C'est comme le cas de la commune de Bipemba. Cette commune reste dans l'obscurité, alors que le courant de Tubitubidi est venu par Bipemba. Donc ça, c'est un autre défi à relever? C'est un autre défi à relever. Je crois que je fais parmi les choses que j'ai demandées, je parlais au gouverneur de ça, dans ma note de plaidoyer, j'ai écrit ça, qu'il faut donner aussi des courants, d'abord à la commune qui reçoit ce courant dans la ville, mais aussi dans d'autres quartiers non desservis par les courants électriques. Alors, Fedi Mukendi, c'est que vous avez dit qui nous intéresse et qui intéresse certainement ces Congolais qui sont en train de vous suivre maintenant, un notable qui rentre chez lui mais qui habite dans un hôtel. Oui. N'est-ce pas que vous pouvez contribuer aussi au développement en construisant un chez vous? C'est ce qu'on vous a toujours reproché, vous, politiques. Oui. En fait, vous êtes fiers habiter dans un hôtel, et rester dans un hôtel? Habiter dans un hôtel, c'est contribuer au développement de la ville. Je vais arriver. Parce que cet investisseur
qui a construit l'hôtel, il a besoin des revenus pour payer ses... Un notable rentre je chez lui. vais finir. Un notable Je rentre chez lui. vais finir. Ok. Pour payer les impôts, payer les taxes, mais payer aussi le personnel. Mais en dehors de ça, je peux vous assurer que Fedi Mukendi a une maison en Mbujimaï. Mais Oui, cette maison-là, il y a un locataire. Je ne veux pas aller vivre avec lui dans la même maison. Ah, vous allez pouvoir mettre un locataire là-bas. Oui, ça c'est une première chose. Il faut aussi vous rappeler que Fedi Mukendi n'a jamais géré pour dire qu'il a eu l'argent du trésor public. On lui a payé. C'est pas seulement question de gérer. Ça, non. On ose croire qu'à Kinshasa, Fedi Mukendi a une résidence. Bon, ça c'est purement privé. Hein. C'est purement privé. Okay. Je voulais dire, ma première parcelle de la vie, j'ai acheté en Mbujimaï. Ah, okay, ma deuxième parcelle, j'ai acheté en Mbujimaï. J'avais un grand frère qui me dit, Fedi, mais il faut venir acheter la parcelle à Kinshasa. Il dit non, je commence par chez nous. Okay. Je sais que je viendrai acheter à Kinshasa, mais aussi avec la volonté de Dieu, je peux acheter même en Europe. Mais je commence d'abord chez nous. J'ai commencé chez nous, j'ai construit une maison en matériaux durables et je suis fier de le dire. Donc, alors, je ne suis pas ici en oubliant chez nous. Il y a d'autres qui sont à Kinshasa. Oui, mais c'est ce que qui n'ont plus même passé chez eux. Souvent aux politiques. Hein, ah oui, hein? Qui préfèrent aller développer ailleurs que de développer d'abord chez eux. Même le développement en 145 territoires, si chaque politique peut d'abord commencer par construire chez lui, ça peut contribuer. Moi, j'ai toujours souhaité ça. Il faut même que ça devienne une loi où on oblige à chaque ressortissant de construire d'abord chez lui. Alors, si ça ne peut pas être généralisé à toute la population, on peut l'imposer aux ministres, aux gouverneurs, aux députés, ceux qui sont suffisamment pris en charge par l'État. Monsieur, pour que tu restes dans ce fauteuil-là, nous voulons te voir construire chez toi. Alors, hein? Nous voulons te voir investir, par exemple, dans les champs, dans ta province. Nous voulons te voir investir dans l'électrification. Parce que l'électrification est libéralisée dans notre pays. Vous pouvez construire une industrie électrique avec des panneaux et distribuer ce courant et le commercialiser. Il y a des gens qui ont suffisamment... les déchets générés, on peut avoir un très bon courant. Il y a des gens qui ont suffisamment de moyens pour le faire. C'est comme dans un pays africain où on voit, pour être ministre, tu dois avoir autant d'hectares de champs. Donc la RDC a la possibilité d'avoir de mesures contraignantes pour que chacun d'entre nous contribue quand même au développement de son coin. Alors Fedi Mukendi, avant de prendre ce premier dossier de la semaine, on va se rappeler que lors de votre dernier passage sur le plateau de Info 7, et là nous sommes en 2025, Fedi Mukendi avait présenté José Kalala, président de l'UVT, comme un homme exemplaire, des propos qui ont été rejetés sur ce même plateau par Gabriel Mokia. Je continue à le confirmer. Que le président bien que Gabriel Mokia rejette cela et voit José Kalala comme un homme attaché au tribalisme. Un homme qui n'a pas de valeur, comme vous l'aviez présenté. Je pense que Gabriel Mokia, ce n'est pas un politicien qui fait foi dans ses paroles et dans ses dires. Comment ça? Ce n'est pas un modèle de leader politique. Ah, selon vous? Selon vous? Et non, selon l'opinion publique. Et parce à quel moment l'opinion un vrai leader politique, un modèle politique ne peut pas se battre sur le plateau de télévision. Un leader politique modèle ne peut pas insulter les gens dans les médias. Un leader politique est respectueux des lois. Ah, je vais continuer. Alors, je vais dire Gabriel Mokia, ce qu'il dit ne peut pas être une parole d'évangile. Mais qu'est-ce qui moi je vais le dire, je vais dire ceci. Le président national de l'IVT, José Kalala, c'est un leader modèle, un chrétien pratiquant, un leader
politique qui s'attache aux valeurs démocratiques, aux valeurs de justice et au respect des droits de l'homme. Ça, c'est un fils de feu Étienne Tshisekedi. Si ce qu'il fait en politique, ça respecte les valeurs que le fait Étienne Tshisekedi lui a léguées. Dans ce que Mokia a dit, je vous informe que José Kalala Wakalala n'interfère jamais dans les affaires de la justice. José Kalala, même moi qui te parle, si je lui amène un dossier flou, il ne te répond même pas. Même sa propre famille. Le sénateur Alphonse Ngoï Kassangi dans cette affaire qui l'oppose à Gabriel Mokia. Bon, soutenir le sénateur Ngoï Kassangi. Il a soutenu comment? Il a organisé une marche soutien à Ngoï Kassangi. Il a fait une déclaration à la radio. Il interfère dans les affaires de la justice, selon Gabriel Mokia. Mais est-ce qu'il vous a montré une lettre où José Kalala a écrit comme premier vice-président du Sénat à la justice interférant ou lui demandant de ne pas agir? Non. Est-ce que l'a Fedi Mukendi, c'est juste dans cette posture de secrétaire national en charge des médias de l'UVT que vous êtes en train de défendre? Non, je reste vrai. Vous êtes journaliste. Est-ce que vous avez posé la question à M. Mokia? Gabriel Mokia a tout démontré sur ce plateau. Non. Est-ce qu'il vous a montré un document où il vous a montré une déclaration où José Kalala apporte le soutien à honorable Ngoï Kassangi? Pour vous interférer, il faudra seulement un document. Il y a plusieurs manières d'interférer, vous le savez. Mais il vous a cité quelle manière d'interférer? Il vous a dit que José Kalala fait quoi? Trafic d'influence. Est-ce qu'il en a de preuves? Qu'il mette ses preuves. On est dans le... Il y a les réseaux sociaux. Il nous a même dit qu'il était prêt à en parler au président de la République. Et en ce moment, José Kalala, voyant le président de la République arriver, il a préféré prendre, je ne sais pas si c'est les mots qu'il faut, la poudre d'escampette. Il s'est retiré seulement. Madame Noëlla, est-ce que pour parler au président de la République, Mokia va lui parler en public? Il va attendre que José Kalala soit là ou non? Non. Gabriel Mokia, je me refuse d'utiliser des gros termes contre lui. Je le respecte comme un leader politique de son niveau. Mais il ne peut pas se comparer avec José Kalala. Ça, c'est un homme juste, un homme démocrate, un homme qui respecte l'être humain et qui respecte les lois de la République. Ce n'est pas quelqu'un prêt à se battre sur le plateau de télévision. Ce n'est pas quelqu'un prêt à insulter les gens dans les médias. Ça, c'est un homme. Est-ce que tu as déjà entendu, même un journaliste, même un homme sérieux de la politique congolaise parler contre José Kalala? Non. Qu'est-ce que vous voulez insinuer en parlant d'un homme sérieux alors qu'il y a quelqu'un qui a parlé de José Kalala? Je ne le classe pas parmi ces hommes-là. Madame, Messieurs, prenons à présent ce premier dossier de notre rendez-vous de la semaine. L'autonomisation économique constitue également un levier déterminant pour la dignité et la résilience des femmes. À travers nos programmes, nous soutenons les femmes vivant dans des zones affectées par les crises, les déplacements et l'insécurité alimentaire. À titre d'exemple, à travers le système des Nations Unies, plus de 100 000 femmes ont été formées aux techniques agricoles améliorées, renforçant leur productivité et leur capacité d'adaptation face aux chocs climatiques et sécuritaires. Également, plus de 10 000 associations villageoises d'épargne et de crédit permettent aux femmes d'accéder à l'épargne, au crédit et à l'investissement productif. Enfin, nous accompagnons la mise en œuvre de la stratégie nationale pour l'autonomisation économique des femmes dans l'agriculture. Par ailleurs, nous poursuivons une politique de tolérance zéro face aux violences basées sur le genre. Agir aujourd'hui pour les droits des femmes et des filles, c'est reconnaître notre responsabilité collective, c'est renforcer la justice sociale, transformer les normes, promouvoir des politiques inclusives et garantir que chaque femme et chaque fille puisse vivre dans la dignité, la sécurité et l'égalité. Ensemble, gouvernement,
partenaires, société civile, communautés et Nations Unies, nous pouvons bâtir un environnement où les femmes ne sont pas seulement protégées, mais pleinement actrices de leur avenir. En cette journée internationale des droits des femmes, renouvelons notre engagement commun. Aucune femme, aucune fille ne doit être laissée pour compte. L'intersyndicat du secteur santé, tous les syndicats réunis, nous venons d'accorder au Premier ministre un préavis de grève de 7 jours ouvrables à partir de ce lundi. Tout simplement parce que nous avons saisi le Premier ministre plusieurs fois, mais sans réaction de sa part. Ça, c'est un. Deuxième chose, parce que nous n'avons pas une réponse favorable de la Première ministre, nous nous sommes rendus compte que la situation de la paie complémentaire pour son décaissement pose de sérieux problèmes. D'ailleurs, la paie complémentaire du mois de décembre 2025, jusque maintenant, non payée. Janvier, n'en parle même pas, parce que décembre, on n'a pas encore payé. Deuxième chose, l'intégration de cette enveloppe et la paie complémentaire à la paie ordinaire pose de sérieux problèmes. Pourquoi? Depuis 2024, 2025, 2026, jusqu'à la preuve du contraire, le vice-premier ministre, le ministre du Budget ne s'exprime même pas. Là, nous disons ça ne va pas. Il faut à tout prix intégrer la paie complémentaire à la paie ordinaire dans le deuxième trimestre de cette année. Et bien, troisième élément qui énerve pour des raisons inexplicables, s'il faut dire en d'autres termes. Ici, les banques constituent aujourd'hui un problème à résoudre. Il y a tracasserie humiliante des agents du secteur santé. Les banques ne veulent pas payer correctement. Vous sentez qu'il n'y a pas une considération. Nous revendiquons pour qu'on paye les agents, mais en réalité, nous mobilisons des moyens pour favoriser les banques payeuses. Raison pour laquelle nous avons accordé, dès ce vendredi, à la Première ministre et chef du gouvernement de notre correspondance, un préavis de grève de 7 jours. Si les 3 points ne sont pas résolus, nous allons passer directement à la grève que nous appelons hôpital sans personnel de santé. Il faut aussi être sincère, parce que dans la question d'intégration, on nous parle de soi-disant les instructions de l'FMI. Nous ne sommes pas les travailleurs ou les fonctionnaires de l'FMI. Nous ne sommes même pas les esclaves de l'FMI. S'il s'avérait que la politique de l'FMI est contre nous, eh bien, nous allons passer directement à l'hôpital sans personnel de santé pour que l'FMI vienne travailler à notre place. Là, les agents cadres du secteur santé sont systématiquement énervés et il n'y a pas autre chose à faire si ce n'est que cette exigence vis-à-vis de notre gouvernement. Ce dimanche 8 mars 2026, le monde célèbre le mois dédié aux droits des femmes autour du thème droit, justice, action pour tous. Pour toutes les femmes et les filles, tandis qu'au niveau national, en République démocratique du Congo, cette journée est placée, donc cette célébration, parce que c'est le mois de mars, tout le mois, cette célébration est placée sous le thème droit garanti, autonomisation durable pour toutes les femmes et les filles. Alors, quelle est la place occupe à ces jours la femme en République démocratique du Congo? Fedi Mukendi. La femme occupe la place qu'occupent les hommes. Parce que la femme, c'est une personne humaine. C'est un être humain. Comme l'homme, c'est un être humain. La femme a le même droit que les hommes ont. Je n'ai pas à dire que la femme occupe la première ou la deuxième place. Elle occupe la place de l'être humain. Ça, c'est lorsqu'on doit parler de l'égalité de genre. Hein? Ah, je dis, c'est en rapport avec les droits. Les droits, ouais. Quelle est la place de la femme? Il faut bien... Oui. C'est en rapport avec le droit. Oui. Et il faut aussi souligner que le mois de mars, c'est le mois qui est consacré aux droits de la femme.
C'est pas ce que nous voyons dans certains salons, dans certaines familles où on pense que le droit de la femme, c'est que l'homme doit tout faire. Est-ce que Fedi Moukedi, aujourd'hui, vous avez torchonné votre maison, vous avez balayé, parce que c'est ça la compréhension que certaines personnes donnent à la célébration du 8 mars? Non. Le 8 mars, ce n'est pas le jour où la femme ne va rien faire. C'est d'ailleurs le jour où on va rappeler à la femme son rôle primordial dans la société. Le rôle de la gardienne de valeurs morales de chaque société. Le rôle de l'éducatrice qu'elle est. Le rôle de celle qui aide l'humanité à se procréer. Donc, la femme et l'homme se complètent dans la société. Dans une société où il y a deux personnes et que chacun fait ce qu'il veut, c'est une société désorganisée. Une société désorganisée. Désorganisée. Une société organisée, quand il y a même deux hommes, ils s'entendent toujours. Monsieur, toi le matin, tu fais le ménage. Moi, je vais aller puiser de l'eau. Toi, tu vas aller chercher le bois. Quand on est deux hommes, ça permet qu'on ne soit pas en mesure de faire la même chose au même moment. Nous deux, ce sera une perte de temps. De même, dans un couple, dans la société où il y a la femme et l'homme, parlons du couple marié. L'homme a des tâches spécifiques, la femme aussi. Et cela, c'est selon chaque coin du globe, selon la coutume, selon la culture de chaque société. Chaque société. Vous ne voudriez pas que la femme congolaise se comporte dans le mariage comme la femme française. Mais on a l'impression que c'est deux contextes tout à fait différents. Que c'est ce que certains hommes essaient de vivre maintenant dans leur foyer. Oui, ça c'est un problème de la télé, des réseaux sociaux. Parce que la femme quinoise, la femme congolaise, est à la télé en train de regarder. L'homme prépare le foufou ou prépare les riz. La femme est au boulot. Ils disent, mais celui-là aussi prépare pour sa femme. Hein. Toi aussi, tu dois le faire. Toi aussi, tu dois le faire. Mais pourquoi celui-là prépare pour sa femme ou pour sa famille? C'est parce que dans cette société-là, la femme est occupée. Elle va au boulot pendant 8 heures de travail. Et à la maison, il y a les enfants. Toi, papa, tu es là. Tu vas laisser tes enfants mourir de faim? Non. Tu prépares pour toi-même et pour les enfants. Et il faut dire aussi qu'avec le respect du SMIC, ce n'est pas quand même tout le monde qui a cet argent qu'il faut pour prendre des femmes des ménages. Hein. Non, mais c'est à ça que je voulais arriver. Ok, allez-y. C'est à ça que je voulais arriver. Allez-y. Donc, l'homme va faire parce que cet homme n'est pas capable de prendre une femme de ménage à qui il va payer 2000 €. 3000, voire plus. Tu vois? Respectons les SMIC. Hein. Tu vois? Alors que chez nous, dans beaucoup de foyers, chacun peut avoir une femme de ménage. Chacun peut avoir une femme de ménage, si elle a le moyen. Mais si elle n'a pas de moyens, la femme, il y a des couples où la femme ne fait rien. Elle est à la maison, comme ménagère. L'homme sort le matin pour aller chercher à manger. À quel moment l'homme va venir préparer? Et la femme, elle fait quoi? Donc ça, c'est un problème de division de travail dans chaque foyer, dans chaque couple. Et ce n'est pas identique partout. Ce qui se fait chez moi ne doit pas nécessairement se faire chez toi. Alors, vous avez parlé de la culture. C'est que vous avez ici dénoncé l'influence négative, cette mauvaise influence, voilà, des réseaux sociaux, de la télévision. Comment est-ce que la société congolaise peut relever ce défi? Parce qu'il ne faudra pas perdre quand même toutes les valeurs. Hein. Oui. Pour relever ce défi, il faut que les journalistes consciencieux comme vous puissent faire ce travail-là. Il faut que ces sacs puissent réduire les émissions étrangères à nos télés et privilégier beaucoup plus les émissions qui valorisent nos cultures et nos coutumes. Parce que c'est dans ça que nous avons grandi.
le fait de faire les copier-coller d'autres cultures, ça favorise parfois des divorces. Des dérapages. Ça favorise des divorces, et des divorces, ça favorise la dépravation de mœurs, ça fait que les enfants se retrouvent dans la rue, ça fait qu'on se retrouve avec des koulounas dans la société. Alors, parlant de la coutume, aujourd'hui, il y a de voix qui estiment qu'on ne peut pas tout prendre dans la coutume. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Je suis d'accord, on ne peut pas tout prendre dans la coutume. On prend des coutumes qui sont moralement acceptables. Il y a des coutumes qui sont pas morales, par exemple. Il y a des coutumes qui obligent, par exemple, l'excision des filles. Cette coutume-là, elle ne respecte pas les droits de l'homme. On ne peut pas... Il y a des choses qu'il faut choisir dans la coutume. Il y a des choses qu'il faut choisir. Mais heureusement pour nous, dans nos coutumes congolaises, et spécialement dans la coutume kassaïenne, c'est vraiment des coutumes bibliques. Ah, la coutume kassaïenne, elle est biblique. Ouais. Qu'est-ce qui vous fait dire cela? J'ai beaucoup d'exemples. Allez-y. Dans la coutume kassaïenne, on interdit à une femme, par exemple, qui est aux règles, de cohabiter avec son mari. Et ça c'est interdit aussi dans la Bible. C'est interdit dans la Bible. D'ailleurs, la Bible va plus loin. Va plus loin. Dans la Bible, on va plus loin jusqu'à interdire à cette femme qui est aux règles de préparer pour son mari. Mais avec l'évolution de la science, on a trouvé que la femme, les règles, c'est une vie normale d'une femme. Préparer pour son mari, ce n'est pas un problème, d'autant plus que la femme, on lui a appris à bien gérer ses menstrues. Parce que l'idée dans nos coutumes, c'était que pendant le menstru, les femmes, en ce temps-là, ne savaient pas bien gérer, il y avait risque de contamination. Ça, c'est un exemple d'une coutume kassaïenne qui est aussi dans la Bible. Alors, parlons du thème retenu en RDC. On parle de droits garantis, autonomisation durable pour toutes les femmes et les filles. Comment est-ce qu'une femme peut être autonome en République démocratique du Congo? On insiste là sur l'autonomisation durable. Un droit garanti. Il faut d'abord commencer par éduquer la jeune fille. Que la jeune fille aille à l'école, qu'elle apprenne le métier, et qu'elle sache qu'autant que le garçon, qu'autant comme cette femme, cette fille peut se prendre en charge, peut devenir riche et prendre en charge la société, prendre en charge sa famille. Moi, j'ai une fille. Je lui souhaite bonne journée de la femme. Marie-Jeanne Chilanda. Ah, tu vas seulement directement à la fille, oui, tu oublies sa maman? Oui, oui. Et sa maman? Parce que je voulais donner un exemple. Allez-y. Mon épouse, Jackie Kayoa, je lui souhaite aussi bonne journée de la femme. Mais si je parlais de ma fille, c'est parce que je lui répète. Ne faut pas prier, ne faut pas souhaiter tous les jours épouser un homme riche. Ah, mais il faut, répéter à votre fille. Oui, okay. Il faut chaque jour prier ton Dieu pour faire de toi une femme riche. Quand tu seras une femme riche, tu vas faire le choix de l'homme qui va te mettre à l'aise dans le foyer. Alors là, à ce moment-là, là, vous interpellez également tous les parents qui vous suivent pour dire qu'il y a un travail qui doit commencer. Je l'ai toujours dit. Qui commence à la maison. Oui, il faut commencer à la maison. Il faut apprendre aux filles le métier. Il ne faut pas apprendre aux filles à aimer, à quémander. Il ne faut pas apprendre aux filles que c'est l'argent de l'homme qui est succulent. Non, tout l'argent est succulent. Et surtout l'argent que tu produis avec ta tête, avec tes mains, cet argent-là est beaucoup plus succulent. Parce que cet argent, tu sauras les gérer. L'argent qui vient des hommes, généralement, on les dilapide dans les habits, mais parce dans qu'on le ne sait maquillage. pas, parce qu'on ne connaît pas la force ou les efforts fournis pour avoir cet argent.
Et je lui ai toujours dit, tu vois, dans le monde, ce sont les hommes qui sont beaucoup plus riches et les femmes sont moins riches. Vous savez pourquoi? Parce que nos sociétés anciennes, on a éduqué la femme à attendre de l'homme. Quand on attend de quelqu'un, on ne déploie pas beaucoup d'efforts pour être autonome et survivre. Ça, je l'ai vu en Europe. Les femmes sont autonomes. Et il faudra aussi que la femme congolaise atteigne ce niveau. Je le souhaite de tous mes voeux. Mais il y a des gens qui estiment que cette femme qui devient autonome oublie qu'elle est femme. Non. Être femme, ça ne se rappelle pas. Ça sévit. Ça sévit. Non, mais tu es femme. Il ne faut pas que quelqu'un te rappelle que tu es femme. Tu auras besoin qu'on t'aime. Que tu le veuilles ou non, la femme, même si elle a 2 millions, elle aura besoin qu'un homme puisse l'aimer. Qu'elle puisse l'aimer parce qu'elle est belle. Non, pas nécessairement qu'on prenne soin d'elle. Qu'elle sente que le monsieur m'aime. Même si j'amène un livre, je t'offre pour te montrer que je t'aime, tu seras heureuse. Au moment où toi-même tu es indépendante, tu es autonome. Moi, quand je grandissais, avant de me marier, je disais que je n'épouserais pas une femme bébé. C'est-à-dire quoi, une femme Une femme enfant. Une femme qui attend tout de moi. Non. Je vais épouser une femme qui va m'épauler. Si j'avais de recettes... Est-ce que vous êtes en train de décourager ces hommes-là qui sont en train qui ont peut-être des femmes qui ne font rien et tout ça parce que vous n'avez pas voulu de... Je l'ai dit à tous mes jeunes frères. Je l'ai dit. Ceux qui se sont déjà mariés, je les encourage à envoyer leurs femmes faire quelque chose. Envoyer leurs femmes faire quelque chose. Parce que ce ne sont pas des enfants. Ce sont des adultes qui doivent contribuer aux charges du foyer. Même les codes de la famille actuelle ne laissent pas à l'homme seul la charge du foyer. Les femmes oublient cela, elles ne lisent pas ça. Beaucoup. Beaucoup attendent que l'homme aille chercher, il vient lui donner, attendent que l'homme... Mais quand on te demande la contrepartie de ce que l'homme fait, les femmes sursautent et n'aiment pas ça. Alors, avant de prendre le deuxième dossier, Fedi Mukendi, on a vu le président de la République qui est arrivé au pouvoir, qui a déployé autant d'efforts pour donner à la femme la place qu'elle mérite. Et on a vu ce qui a conduit même aujourd'hui Judith Suminwa à être la première femme à devenir première ministre en République démocratique du Congo. Est-ce qu'aujourd'hui, le combat de Félix Antoine Tshisekedi est valorisé par ces femmes qui occupent autant de fonctions? Oui, moi je dis que ce combat est valorisé. Ce qu'elle est en train de faire, ce que le président est en train de faire, est en train d'être perçu. Même si ça n'a pas d'effet aujourd'hui, ça aura énormément d'effet demain. Parce que ma petite fille voit une femme Premier ministre. Elle va à l'école, donc elle va avoir la motivation d'étudier davantage pour que demain, si elle ne devient pas Premier ministre, qu'elle devienne DG. Si elle ne devient pas DG, qu'elle devienne ministre. Si elle ne devient pas ministre, qu'elle devienne une chef d'entreprise. Vous voyez. Mais en dehors de ça, Suminwa est en train de faire de prouesses. Elle est en train de faire de prouesses comme Premier ministre. Beaucoup de gens ne s'y attendaient pas. Moi, vous vous rappelez lorsque le président Tshisekedi a nommé Judith Suminwa comme Premier ministre, j'étais parmi les leaders politiques qui ont applaudi cette nomination. Pourquoi? Parce que moi, Fedi, j'ai l'expérience d'avoir été géré que par les femmes. Et une femme, quand elle vous gère pas seulement avec la tête, mais aussi avec le cœur. Elle tient compte de tes faiblesses et de tes forces. Elle te corrige pour que tu arrives au niveau qu'elle veut. Et une femme, quand vous lui donnez une vision à implémenter, elle implémente ça à la lettre. Elle ne fait pas comme les hommes. Les hommes, tu lui donnes une vision, il ajoute ce que lui a en tête et fait des choses qui ne sont pas correctes. Alors qu'en politique, on a un seul leader, un seul chef. Dans notre cas, c'est le président Tshisekedi. Dans votre la vision qu'il donne, membre de l'Union sacrée, la nation. oui, la vision qu'il donne,
cette vision est contraignante. Nous tous, on est obligés de l'aider à ce que cette vision se réalise. Et c'est ce que Gilles Soumino est en train de faire. Alors aujourd'hui, et beaucoup d'autres femmes qui ont été nommées à de fonctions de responsabilité. Quel est le défi ou quels sont les défis à relever pour que la femme puisse de plus en plus encore occuper sa place dans la société congolaise? Il faut continuer à sensibiliser la femme pour savoir qu'elle est un être humain, elle est capable de produire, d'être indépendante comme les hommes. Ça, c'est un, qu'elle ne doit pas continuer à dépendre des autres. Deuxièmement, il faut des lois que je peux appeler une discrimination positive, comme on le fait dans certaines ONG internationales. Okay. Parce que les femmes ont un certain retard, pas parce qu'elles l'ont voulu, parce que la société l'avait voulu. On envoyait plus les garçons à l'école. On envoyait plus les garçons à l'école que les filles. On éduquait les garçons à se battre parce qu'elle devra prendre en charge la femme. Et les garçons ont grandi avec cet esprit-là de combativité pour qu'elle puisse prendre en charge la femme. C'est ce que la femme, elle a un retard. Même pour s'engager en politique, la femme traîne un peu de pied. Ouais. Donc, il faut que les lois tirent ces femmes. Par exemple, encadrer l'égalité genre en RDC. Par exemple, obliger que lors des élections, sur la liste des candidats, qu'il y ait au moins, par exemple, 50-50. Ouais. Ça, c'est un exemple. Ou encore, par exemple, 30-70. 40, 60. Et que non, lors... 30, c'est quand même insuffisant. Parce que les femmes sont nombreuses dans des partis politiques. Non, ça c'est juste des exemples. Un exemple, okay. Ouais, on peut dire même 100%, ça va pas changer. Il faut dire aussi des choses réalistes. Voilà. Oui, on peut être nombreuses dans un parti politique. Des mesures contraignantes. Ouais. Donc, par exemple, lors de la publication des résultats, si un homme a 1000 voix et que la femme a 80 voix, à 900 voix, au lieu de donner à l'homme, qu'on donne à la femme. C'est un peu une discrimination positive. Parce que la femme, l'homme a déjà tellement de moyens, ils sont nombreux dans des postes de responsabilité, ils ont suffisamment d'argent, pas seulement dans des postes de responsabilité, même ceux qui ne sont pas dans des postes de responsabilité, d'autant plus que la société les a tellement motivés depuis leur bas âge, ils ont des moyens de battre la campagne, ils ont des moyens de se battre politiquement. Donc c'est un peu de lois comme ça qui peuvent faire qu'on incite les femmes à entrer en politique et occuper des postes de responsabilité. Alors, merci bien, madame, messieurs. Le 8 mars, comme je l'ai toujours dit, c'est une journée de réflexion et occasion pour moi de dire merci à l'ASBEL, le CDV, le chômeur a droit à la vie, qui m'a fait l'honneur aujourd'hui. Donc, je devais être une conférencière, mais mes charges m'ont pas permis de répondre à cette invitation. Et c'est ici l'occasion pour nous de présenter des excuses et de dire à toutes les femmes, tu es femme et que tu es capable de faire ce que l'homme a l'habitude de faire ou ce que l'homme peut faire. Place à présent à ce deuxième dossier. Effectivement, le travail va bientôt démarrer. Il sera exécuté sous le pilotage personnel de Madame la Première ministre, chef du gouvernement, sous la coordination de son cabinet, de l'inspection générale des finances et tous les services sectoriels qui s'occupent du contrôle, notamment les différentes inspections générales sectorielles, de la défense, de la police, de la fonction publique, de l'éducation, et tout cela vont participer à ce travail pour rendre le rapport dans le plus bref délai, au maximum 30 jours. Non, la commission n'est pas en retard, d'autant plus que c'est un travail qui est effectué de façon permanente par l'inspection générale des finances. Nous disposons des données. Nous allons juste compléter les données actuelles pour avoir un résultat rapide, mais il fallait aussi associer
toutes les parties prenantes des autres ministères, de manière que le travail qui soit produit soit enrichi et compris par tout le monde. En principe, je pense que nous avons eu à dénoncer. Okay. Et une dénonciation, c'est parce que nous avons des preuves et nous avons aussi des soupçons de détournement avérés. Donc, pas seulement, vous avez dit de 5 millions, mais ce n'est pas 5 millions, madame. C'est plus de 100 millions. C'est plus de 100 millions. Nous avons parlé qu'il y a eu détournement de plus de 100 millions de dollars. Donc, vous prenez les cas que nous avons récemment évoqués. Il y a une société qui vient d'être financée à la hauteur de 102 millions de dollars. Problème, vous prenez les contrats que la dite société signe avec le FOMIN pour financer le projet de construction d'une route dans la province du Haut-Katanga. Mais problème, ça va à l'encontre du décret. C'est pas, le FOMIN n'a pas pour mission de construire des routes. Déjà, les décrets, même créant le FOMIN, est violé. Il n'y a pas de diligence. Il n'y a pas eu de garantie de la part de cette société. Je pense qu'ici, on ne dira pas tout, mais c'est pourquoi, quand nous dénonçons, nous associons aussi la justice de notre pays de faire son travail. Parce que ce sont eux qui peuvent faire la lumière sur le dossier. Mais sinon, je pense que tous les indices de détournement sont avérés. Lorsqu'on signe les contrats et qu'on cache l'identité de celui qui engage de l'emprunteur, ça veut dire qu'il y a anguille sous roche. Il y a un problème. Donc, celui qui signe le contrat donne un nom qui n'est pas complet. Moi, j'ai un nom complet. Je m'appelle Kalonji Badibanga Patrick. Okay? Du moment que je coupe les noms, parce qu'ils ont le même nom que celui qui prête, qui représente donc, les intérêts des FOMIN, monsieur le directeur général, monsieur Faustin Biringanine. Celui avec qui, celui qui est devant, qui signe le contrat, c'est aussi un Biringanine. Alors, ça nous a poussé à faire des petites investigations et les statuts créant la dite société Vaste Réseau, c'est Vaste Réseau pour le service au Congo. Donc, cette société-là, celui qui l'engage, c'est aussi un Biringanine. Fedi Mukendi, corruption en République démocratique du Congo, on en parle. Le président de la République, quand il est arrivé à la tête de la RDC, c'était quand même son cheval de bataille. Que faut-il aujourd'hui pour combattre la corruption en RDC? Il faut que la justice se mette sérieusement debout. Il faut que les médias sensibilisent davantage et dénoncent les actes de corruption. Mais on a vu le président a fait un grand travail et de l'autre côté, il y avait même l'IGF qui faisait aussi son travail. Mais on en parle. Il faut les détournements, la corruption, les détournements, voilà. Il faut dire que la corruption, c'est comme la Covid. C'est comme la Covid. C'est comme une épidémie. C'est comme une pandémie. On peut lutter contre une pandémie, mais on ne peut pas être à mesure d'éradiquer totalement une pandémie. Il y aura toujours des cas qui vont apparaître. Il faudra avoir des médicaments, il faudra avoir des vaccins afin d'éradiquer cela. Mais est-ce qu'il y a une amélioration en RDC? Parce qu'il y a des quand gens je qui compare... Félix Tshisekedi, qui prétendait combattre la corruption, son avènement n'a fait qu'amplifier la situation. Non, il n'a pas amplifié, il a sérieusement lutté contre la corruption. Quand nous comparons la RDC d'avant Félix Tshisekedi et la RDC de Tshisekedi, je pense que la RDC de Tshisekedi a beaucoup lutté contre la corruption. Même si on n'a pas arrivé à des résultats voulus. Mais il y a des résultats de parcours. Parce que, résultats de parcours. Oui, parce que lutter contre la corruption... aussi que c'est un processus. Hein. Oui, c'est un processus. Lutter contre la corruption, c'est d'abord faire voir à tous les Congolais que la corruption, c'est un délit. C'est un mal. Les détournements, c'est un délit, c'est un mal. Aujourd'hui, tous les Congolais, même les chariots savent que la corruption, c'est mauvais.
Parce qu'un journaliste peut dénoncer un ministre qui est accusé, qui est soupçonné de corruption. Ce qui n'était pas le cas avant. Avant, sous les régimes de 18 ans, je disais, sur les régimes de 18 ans, on te corrompait et puis tu vas à l'église, tu fais les témoignages qu'on t'a corrompu, Dieu t'a béni, tu as eu de l'argent. Tu détournes l'argent, tu vas à l'église. Mais je t'assure, tu vas à l'église que tu as eu l'argent des détournements. Tu vois? Dire que tu as eu l'argent des détournements. Mais oui, on trouvait ça un fait normal. Il n'y avait personne qui dénonçait ça. Il n'y avait personne. Mais est-ce qu'il faudra seulement dénoncer pour dénoncer? Non, on ne dénonce pas pour dénoncer. Il y a des gens qui ont été arrêtés, jugés, condamnés. Il y a des gens qui sont en prison aujourd'hui juste pour tentative de détournement. Ce qui n'existait pas. Même des autorités au niveau national, même des ministres. Ça, nous n'avons pas connu dans ce pays. Mais cela ne peut pas terminer la corruption dans ce mandat. Le président Tshisekedi a mis des bases. La jeunesse aujourd'hui, elle est plus sensibilisée qu'avant que la corruption peut ruiner ou ruine notre économie. La corruption freine le développement de notre pays. Les détournements freinent le détournement de notre pays. La jeunesse est tellement sensibilisée. Demain, ça ne sera pas la même chose. Le président Tshisekedi a jeté des bases, des jalons. Rassurez-vous que demain, ce ne sera pas la même chose. Alors, vous avez parlé du régime Kabila dans le régime de 18 ans. On sait déjà que c'est le régime de Joseph Kabila Kabange. Aujourd'hui, on accuse le régime Tshisekedi d'en finir avec tout le proche de Joseph Kabila Kabange. Notamment, on se rappelle l'arrestation de Emmanuel Shadari, Obaminaku, qui sont aux arrêts. Alors, on accuse Félix Tshisekedi de vouloir en finir avec tout le proche. C'est tout à fait. Ça, c'est dans la coutume en Afrique. C'est dans la coutume en RDC. Quand quelqu'un qui n'est pas au pouvoir, quand un opposant est soupçonné d'avoir commis une infraction de droit commun, on l'arrête, on dit que on veut en finir avec lui. Mais qu'est-ce que, par exemple, Shadari représente sur le plan politique dans ce pays, sur le plan de la popularité dans ce pays, parce qu'il a été candidat aux élections, oui, il a échoué. Ça demeure quand même, c'est un candidat président malheureux. Ouais. On ne peut pas avoir peur, on ne peut pas avoir peur, on ne peut pas avoir peur d'un candidat, d'un opposant qui est incapable de réunir 100 personnes sur la rue. Depuis que Félix Tshisekedi est au pouvoir, le Shadari a organisé quelle manifestation qui a réuni 1000 personnes? Contre quoi? Ça a eu quel résultat? Mais si on pouvait avoir peur, on aurait peur par exemple de Fayoulou. Parce qu'au moins, il a osé organiser des manifestations dans cette ville, même si ça n'a pas fait grand-chose, mais il a osé. Mais Fayoulou, il circule librement. Donc les gens qui sont arrêtés parce qu'ils sont soupçonnés de complicité. Ils sont soupçonnés d'avoir commis certaines infractions. Et ils sont en train d'être jugés. Je crois que c'est pas la justice... aux proches de Joseph Kabila? Non, il n'y a pas que le proche de Kabila. Mais il y a même des généraux. Il y a même des proches de Tshisekedi qui ont été arrêtés. Il n'y a pas que des proches de Kabila. C'est tous ceux qui ont été soupçonnés d'avoir commis telle ou telle autre infraction qui sont interpellés. Alors que Madame Noëlla, mais tu fais les journalistes. Tu dénonces des choses contre le pouvoir dans le respect de l'éthique journalistique. On ne t'a jamais arrêté pour ça. Félix Tshisekedi prône la démocratie et l'état de droit, respecte les droits de chacun. Celui qui viole et la Constitution et les lois de la République, ce sont ces instruments nationaux qui vont le punir.
Mais que dire de ceux qui affirment être contraints à aller en exil? Qui, par exemple? Vous les connaissez? Je cite par exemple Franck Diongo. Il est allé en exil, il a été contraint par quoi? Tu es journaliste. Je te rappelle que Franck Diongo a été arrêté ici, soupçonné d'être en collision avec l'ennemi. On l'a soupçonné d'avoir une arme. Les gens ont crié. On a arrêté un opposant. On a arrêté un opposant. Franck Diongo a été libéré. Aujourd'hui, Franck Diongo, il est tête au mamelon de qui? De Kagame. Et Jacques Ndala, qui est aussi, il semblerait qu'il est aux arrêts. Ah. Selon son avocat. Oui, il est aux arrêts. Il a été en prison. Il a obtenu la liberté provisoire. Et il se retrouve aujourd'hui aux arrêts. Il faut vous poser la question. Pourquoi? Et arriver à savoir pourquoi on l'a arrêté. Moi, Jackie, c'est mon frère. Ça me fait mal qu'il soit arrêté. Mais si on le soupçonne d'avoir commis un certain nombre d'infractions, eh bien, la loi est dure, mais c'est la loi. Mais certains estiment que cette loi qui est dure, qui reste la loi, elle est sélective. Non, mais qui est de la majorité au pouvoir qui a commis une infraction que tu connais, que tu as accusé, qu'on n'a pas arrêté? Qui a commis une infraction que tu connais et il n'a pas... Parce qu'il y a même des généraux qui étaient proches du pouvoir, précarés, qui sont aux arrêts. John Tshibang, il est où? John Tshibang, il est où? Mais on a dit qu'il est de la famille Tshisekedi, il a été libéré par Tshisekedi, mais il est où? C'est à vous de nous dire, il est où? Non, mais c'est ça ce que j'ai dit. Nous voulons, je veux seulement dire, Félix Tshisekedi n'interfère pas dans la justice. C'est la justice qui fait son travail. Nous, à l'IVT, nous soutenons la justice pour tous. Nous avons un slogan qui dit « Force à la loi et non la loi de la force ». Donc, nous donnons... Une justice équitable, c'est oui, nous donnons plus de force à la loi et non de force à ceux qui sont forts. Nous voulons une justice qui arrête et les petits et les grands, et les faibles et les forts. Et c'est ce que nous vivons aujourd'hui. Qui pouvait croire qu'un ministre de la justice peut être arrêté et condamné dans ce pays? Là, vous parlez de Constant Mutamba. Oui. Oui. Mais certains estiment qu'il est aux arrêts parce qu'il n'est pas... c'était un opposant, il n'est pas avec vous dans l'Union sacrée de la nation. Un opposant n'est pas dans le gouvernement. Un opposant n'est pas dans le gouvernement de la République. Il ne gère pas. Les opposants sont de l'autre côté. Il était déjà dans l'Union sacrée. Hein? J'ai dit, un opposant ne gère pas. Il peut ne pas être dans l'Union sacrée, mais il n'était pas opposant. Mais il a été arrêté, jugé et condamné. Alors? Nous avons vu un directeur de cabinet être arrêté, condamné. Il est allé en appel. On a réduit. Non, mais c'est ça. Il est allé en appel. Aujourd'hui, il est au... Non, écoute, il est allé en appel. On a réduit sa peine à 10 ans. Il est allé encore en appel. On l'a libéré. Donc, il a suivi tous les processus qu'exigent des procédures judiciaires. Ce n'est pas parce qu'il était grand, parce qu'il était directeur de cabinet qu'on l'a libéré. Non, parce que ses avocats ont prouvé que peut-être qu'il n'y avait pas de preuves de ce qu'on lui accusait avec. Alors, Fedi Mukendi, comment se porte l'Union sacrée de la nation? Je suppose que l'Union sacrée se porte très bien. Mais vous êtes membre de l'Union sacrée de la nation? Oui, ça se porte très bien. Nous avons un seul chef. Et tous, nous sommes derrière lui. Vous êtes derrière le président de la République, chef de l'État. Madame, Messieurs, prenons à présent ce troisième dossier. On se retrouve juste après. La coalition d'opposition Lamuka est totalement en accord
avec les sanctions ou les nouvelles sanctions que les Américains viennent de prendre contre le régime de Paul Kagame. Ça fait plus de 2 ans, depuis que cette guerre d'agression a commencé, que nous avons, nous au niveau de la MOUCA, au niveau de la DD Congo, déployé plusieurs efforts pour obtenir des sanctions de la part de l'Union européenne, des Américains et des pays amis du Congo contre le régime du Paul Kagame qui a envahi notre pays, qui occupe 2 de ces provinces et qui occasionne des milliers de morts parmi nos compatriotes. Aujourd'hui, nous sommes satisfaits des sanctions prises par les Américains contre le Rwanda. C'est l'aboutissement à mi-parcours de tous les efforts des Congolais, des manifestations organisées par la diaspora congolaise en France, en Belgique, en Angleterre, au Canada, aux États-Unis, pour exiger des sanctions. C'est l'aboutissement à mi-parcours des efforts de la coalition Lamuka, de la DD Congo. Nous qui avions organisé des marches à l'interne ici pour dénoncer l'agression rwandaise, pour dénoncer les massacres de l'armée rwandaise au nord et au sud Kivu. Sans oublier le fait que notre peuple, partout où il était, exigeait que l'Union européenne bouge, que les Américains bougent. Nous avons dénoncé ce comportement-là des collègues. C'est-à-dire, vous pouvez chercher l'emploi, vous pouvez chercher à manger, vous pouvez tout chercher, mais la science doit être protégée. C'est ça le socle pour la nation. Quand on aime son chef, on lui dit la vérité. Et j'ai eu à le dire à maintes reprises que le pays n'a pas un problème de texte. Le pays a un problème d'ordre. Ils doivent appliquer ou se conformer aux textes qui existent. Nous disons, ceux qui ont des préoccupations qui concernent la Constitution, ils viennent qu'on se mette autour d'une table et qu'on en parle. Il ne suffit pas de bénéficier de la caméra ou d'un micro d'un journaliste et puis commencer à dire, voilà, la Constitution ne peut pas dépasser 17 ans. Mais ça, c'est tiré de quelle théorie scientifique? Quelqu'un d'autre disait ici que même des gens âgés de 60 ans, de 50 ans, font preuve d'immaturité dans leur gestion. Alors, si ceux qui ont 50 et 60 ans ne sont pas matures, vous voulez qu'une constitution de 17 ans soit vieille? De quelle manière? Et surtout, quand je constate que ceux qui se disent géniteurs, ceux qui devaient protéger cette constitution, ceux qui l'ont vantée contre vents et marées, quelques jours après, ils se réveillent, c'est eux qui disent qu'elle devient mauvaise. Alors, qu'allons-nous retenir? Ceux qui l'avaient dit avant, ils avaient dit avant, ou bien ceux qui disent maintenant? Alors, Fedi Mukendi, sur la toile, certainement dans certains salons, vous l'aviez suivi, ce débat sur la modification ou le changement de la Constitution qui revient, qui fait maintenant l'actualité. Quelle est d'abord la position de Fedi Mukendi face à ce débat, changement ou révision de la Constitution? Pour Fedi Mukendi, les deux termes ne sont pas différents. Ah, changement, révision? Oui. Modification? C'est pas différent. Donc, parce changement, révision, modification, c'est pas parce différent. que si la Constitution dit qu'il faut des élections à un seul tour et que les Congolais réfléchissent, se disent non, cette fois-ci, nous trouvons que les élections à un seul tour ont par exemple des problèmes de contestation. Nous voulons des élections à deux tours. Nous allons changer la Constitution. Au lieu que ce soit les élections à un seul tour, ce sera les élections à deux tours. Pour moi, c'est un changement, c'est une modification, c'est une révision. Et pour cela, la Constitution elle-même sait
qu'à un moment, elle peut être changée, elle peut être révisée. Elle a prévu des moyens de modification. Donc, pour moi, ce n'est pas une actualité. Parce que cette constitution a été déjà révisée une ou deux fois. Il faut rappeler qu'au mois de février, la constitution, la RDC a totalisé 20 ans depuis sa promulgation. Hein. Oui. En 2006, si je ne me trompe pas. Dans cette première année de vie, ouais. Donc au deuxième quinquennat de la vie de cette constitution, elle a été changée. Alors, Fedi Mukendi, actuellement, est-ce qu'il faudra que ces débats soient au cœur des échanges? Oui et non. Pourquoi? Ça peut être au cœur des échanges parce qu'il y a une actualité, il y a un homme politique qui a dit que il n'y a pas un problème de texte, il y a un problème de personnes. Vous voyez, c'est lui qui a créé. Avant d'arriver à ce que, si vous ne voulez pas le citer, pour ne pas aussi le citer, Modeste Bahati Lukwebo a dit, est-ce que en cette période où la RDC est agressée dans sa partie est, la RDC, mais aussi dans certains coins, les Congolais peuvent parler changement, révision ou modification de la Constitution? Pour moi, je pense que les efforts, plus d'efforts, devaient se concentrer au retour de la paix à l'est de notre pays. Donc les débats ne devraient pas être à l'ordre du jour. Parce que ce débat lui-même, il a été déjà lancé. Et il existe. Et le président Tshisekedi est actuellement focus sur le retour de la paix dans notre pays. Dès que nous avons la paix, je pense que nous pouvons voir ce que nous pouvons changer dans la Constitution. Alors, nous pouvons réfléchir. Pourquoi? Pourquoi changer? Et pourquoi ne pas changer? Pourquoi ne pas changer? Vous avez travaillé dans des organisations internationales, Madame Noëlla. Vous savez que ces organisations ont des procédures. Ils ont des règlements intérieurs. C'est fait chez eux en Europe ou en Amérique et autres. Mais ces outils de gestion sont régulièrement actualisés. Pourquoi? Parce que chaque jour qui passe, la réalité de ces organisations-là change. On peut avoir mis une disposition dans la Constitution dans ce temps-là. Mais après 5 ans, on se rend compte que cette disposition n'est plus utile pour nous. On peut changer. Alors, si je comprends bien, cette constitution freine le développement. La RDC, vous voulez dire, ne permet pas à Félix Tshisekedi de faire certaines choses. Moi, je ne veux pas entrer dans ces débats-là. Ça, c'est les débats des opposants qui disent, est-ce que c'est la constitution qui freine le développement? Mais le pays se développe. Est-ce que quelqu'un a dit que le pays ne se développe pas? Mais alors, pourquoi toucher à la constitution maintenant? On touche à la Constitution, on va toucher à la Constitution après réflexion du peuple congolais, lorsque le peuple va décider que ça vaut la peine de le faire, on va le faire pour l'intérêt de ce peuple. Mais Fedi Mukendi est dans ce peuple, non? Mais oui. Ou alors? Oui. Déjà, à vous entendre parler, vous êtes favorable? Oui, je suis favorable. De changer ou réviser je suis favorable. De toucher quand même à la je suis favorable. Par exemple, moi, je n'ai jamais été d'accord que le gouverneur soit élu par les assemblées provinciales. Ah. Oui. Ça crée des conflits tous les jours. Ma province en souffre. Je pense que la législature passée, nous avons connu presque 4 gouverneurs pendant 5 ans. Donc, tu mets en tête un projet, après 1 an, on t'enlève, on met quelqu'un d'autre qui vient aussi avec son projet, après 1 an, on enlève. Tout ça, ça fait que la province ne se développe pas vite. Donc, il y a des choses qui peuvent être changées dans la Constitution. Pas pour l'intérêt d'un individu, mais pour l'intérêt de la République. Alors, parce que vous avez essayé d'en parler, la sortie médiatique de Modeste Bahati, deuxième vice-président du Sénat, fait couler beaucoup d'encre et salive.
comment est-ce que vous avez accueilli les déclarations de Modeste Bahati qui ne s'inscrivent pas dans la ligne de l'Union sacrée de la nation, parce que nous avons vu autant de personnes de l'Union sacrée soutenir quand même en marge de la célébration du 20e anniversaire de la Constitution, dire qu'il était temps qu'on puisse quand même toucher la Constitution, mais Modeste Bahati voit autrement les choses. Il estime que le problème, ce n'est pas la Constitution. Professeur Bahati, c'est quelqu'un que je respecte beaucoup, c'est un grand leader. Il a ses opinions. Mais je pense qu'en tant que membre du bureau du Sénat, et membre du Présidium aussi, oui, de l'Union sacrée de la Nation, qui s'inscrit dans la vision du président de la République. Prendre des points de vue comme ceux-là, de manière individuelle, je pense que ce n'est pas politiquement correct. Et pourquoi? N'est-ce pas la démocratie? Oui, la démocratie ne veut pas dire qu'il faut mettre tout à la place publique. Mais certaines personnes estiment qu'il a dit, oh, c'est que peut-être Fedi Mukendi est en train de dire tout bas. Fedi Mukendi ou comme certains en politique. Fedi Mukendi n'est pas membre d'un bureau d'une grande institution comme le Sénat. Fedi Mukendi n'est pas membre du Présidium. Fedi Mukendi peut parler en même temps comme politique, en même temps comme citoyen congolais. Je peux revendiquer des choses auprès des gouvernants. Et parmi ces gouvernants, Bahati est là. Alors qu'est-ce que vous reprochez à Bahati? Parce qu'il a dit la vérité? Je lui reproche d'avoir dit que dans ce pays, il n'y a pas un problème des textes, il y a un problème des hommes. Est-ce qu'il a menti? Selon certaines personnes. Il a menti d'une part. Il a dit aussi la vérité d'une autre part. Ok, expliquez-vous. Il a menti d'une part parce que dans la Constitution, il y a des choses qui peuvent être changées et qui peuvent permettre le décollage de nos provinces et de notre pays. Il a dit la vérité parce que peut-être que lui, Bahati, se considère comme cet homme qui fait problème, qui ne respecte pas les textes et lois de la République. Donc dans ce sens... Vous voulez dire que Bahati a voulu dire au monde que lui-même, il est problème? Mais oui, parce qu'il est gestionnaire. À un très haut niveau, si on ne respecte pas des lois et la Constitution, comme il l'a dit, donc c'est lui la première personne à ne pas respecter les lois et la Constitution. La Constitution dit qu'elle est révisable. Lui dit qu'on ne peut pas réviser. C'est d'abord une manière de violer cette Constitution. Mais Bahati a été dans le gouvernement Kabila. Pendant ce temps-là, les 2 tours avaient fait quoi? Pour qu'on quitte de 2 tours à un seul tour. Pourquoi ils avaient changé la Constitution à ce temps-là? C'est parce que pour leurs intérêts politiques. Mais est-ce qu'aujourd'hui, certains observateurs estiment que le régime en place veut aussi toucher la Constitution pour des intérêts? Non, mais les intérêts politiques de l'Union sacrée, ce sont les intérêts de la République. Qui vous a dit ça? J'en ai pour preuve. C'est comme je l'ai dit ici. Le président de la République a même dit, je pense qu'il faut qu'on arrive à la nomination de gouverneurs de province. Parce que le fait que les assemblées provinciales nomment le gouverneur élisent les gouverneurs de province, on a de l'instabilité. Quand il y a instabilité, le province ne se développe pas. Qu'est-ce que Félix Tshisekedi perd, lui, en tant que président de la République, si une province ne se développe pas? Il ne perd rien. Ce qu'il perd, c'est la République. Alors, ça veut dire que l'Union sacrée, nous travaillons pour la République. Si on arrive à décider qu'on aille vers le changement de la Constitution, ça ne sera pas pour l'intérêt d'un individu, mais pour l'intérêt de toute la République. Alors que craint Bahati lorsqu'il ne veut pas qu'on touche à la Constitution? Ah, je pense que c'est lui à dire ça aux journalistes. Hein. S'il dit, il ne veut pas qu'on touche à la Constitution, il ne sait pas ce qu'il craint. Parce que la Constitution, le président de la République avait dit qu'on va mettre en place une commission multidisciplinaire
qui va pouvoir étudier les textes de la Constitution pour voir les textes qui ne sont plus adaptés à nos réalités, les textes qui ne peuvent pas permettre un bon fonctionnement des institutions pour qu'on puisse les modifier. Mais s'il lui dit qu'on ne peut pas toucher à la Constitution, c'est lui seul qui peut dire pourquoi il l'a dit. Alors l'opposition y voit une manœuvre pour un maintien donc au pouvoir. Toucher à la Constitution pour maintenir quelqu'un au pouvoir. Alors comment rassurer les Congolais que cette démarche vise l'intérêt de la nation, comme vous l'avez dit? Le président Tshisekedi a rassuré les Congolais plusieurs fois. Est-ce que seulement cette parole qui rassure? Lorsqu'on va se rappeler que le président de la République avait dit moindre escarmouche, on va se rappeler la suite. Est-ce que cette parole peut rassurer seulement la population? Mais moi, je pense que c'est lui le seul qui peut rassurer. Mais alors, si il a dit ça... Comment rassurer la population que cette démarche, c'est pour l'intérêt du peuple? Je rassure la population. Parce que la Constitution elle-même a prévu qu'elle soit modifiée, qu'elle soit révisée à un certain moment. Je rassure la population avec l'exemple que j'ai donné des assemblées provinciales qui instabilisent les provinces. Si on change cette disposition constitutionnelle-là, ça ne sera pas pour l'intérêt d'un individu, ça sera pour l'intérêt de plusieurs. Alors, je rassure la population. Si demain, dans la volonté de changer ou réviser la Constitution, que les législateurs, les constituants disent qu'à partir de ce moment, les études secondaires deviennent gratuites. Ce sera pour l'intérêt de la population. Les études universitaires deviennent gratuites pour les Congolais. Ça reste dans la tête de Fedi Moukendi. Donc, je donne des exemples. Ouais. C'est faisable. Mais, alors, de l'autre côté, lorsque on se rappelle quand même que l'UDPS aujourd'hui au pouvoir, hier dans l'opposition, avait dit non à cette démarche sous Kabila pour que la Constitution soit encore touchée. Qu'est-ce qui a changé aujourd'hui pour que le régime en place, l'UDPS, soit autant motivé et que Kabouya puisse dire samedi devant des militants que cette Constitution sera touchée? Soyez calmes. Qu'est-ce qui a vraiment changé pour membres de l'Union sacrée? Il faut dire que lorsque Kabila voulait changer la Constitution, l'UDPS comme opposition s'est opposé. Ouais. Parce que, rappelez-vous, cette Constitution a été rédigée, soumise au référendum contre la volonté de l'UDPS. Eh bien, l'UDPS s'est dit, nous ne sommes pas bien sûr contents de cette Constitution. Nous avons, nous, prévu, conformément au testament du feu Étienne Tshisekedi Omulumba, que lorsque nous serons au pouvoir, nous allons changer cette Constitution pour qu'elle réponde réellement aux aspirations de la population. Mais quand Kabila voulait changer, ce n'était pas pour l'intérêt de la population. Il devait rester dans la Constitution, changer des trucs par rapport à ses intérêts, parce que Kabila gérait ce pays pour ses intérêts et les intérêts de sa famille. Aujourd'hui, l'UDPS au pouvoir, le testament de Tshisekedi doit être respecté, changer, reviser la Constitution pour qu'elle réponde réellement aux aspirations du peuple. Noëlla, vous vous rappelez que lors du référendum, ce n'était pas 50% des Congolais qui étaient allés au référendum. C'était beaucoup moins. Parce que l'UDPS avait boycotté ces référendums-là. Aujourd'hui, c'est cette constitution-là qui nous dirigeait. Et on trouve qu'il y a des dispositions qui ne nous permettent pas de faire fonctionner la République correctement. La Constitution elle-même nous permet de toucher à ces dispositions. Qui celui-là va refuser qu'on les fasse? Si l'opposition pense que c'est mauvais de toucher à la Constitution, il doit utiliser les moyens constitutionnels pour nous empêcher à le faire.
Mais s'ils n'arrivent pas à convaincre la population... Donc ça sera un forcing, quoi. Non, ce n'est pas le forcing. J'ai dit qu'il doit utiliser les moyens constitutionnels. Non, le moyen constitutionnel, ça veut dire quoi? Le sacré fera le forcing. Ce n'est pas le forcing. Il faut que l'opposition utilise les moyens démocratiques, qu'il sensibilise, qu'elle continue à parler dans les médias, que changer ou réviser la Constitution, c'est mauvais. Nous ne voulons pas cela en ce moment. Et que la population adhère à l'idée de l'opposition. Entre-temps, la majorité au pouvoir continue à montrer les biens fondés de la volonté de changer la Constitution. Et on va aller à un certain moment à demander l'avis de la population. Si la population dit qu'on va au changement de la Constitution, l'opposition va s'incliner. Si la population dit non, on ne va pas au changement de la Constitution, la majorité va s'incliner devant les souverains primaires. Est-ce que vous voyez vraiment la majorité s'incliner? Ah oui. Est-ce que vous voyez vraiment la majorité s'incliner? Nous sommes une majorité démocratique. Nous sommes arrivés au pouvoir uniquement par les élections et nous avons un profond respect pour les souverains primaires. Madame, Messieurs, prenons à présent ce dernier dossier de notre rendez-vous de la semaine. On se retrouve juste après. Cette marche a pour but d'exiger non seulement la paix définitive, mais aussi et surtout d'encourager tous les acteurs impliqués dans ces processus qui cette fois-ci doit aller jusqu'au bout. Sur leur banderole, nous pouvons lire « La paix passe avant tout » ainsi que plusieurs autres messages. En ces jours si spéciaux, nous avons réfléchi de réunir toutes les femmes de toutes catégories possibles pour réfléchir ensemble, mais principalement pour implorer la paix. La paix dans notre pays, la paix dans la société. Symbole de cette femme pleureuse derrière nous. Et nous voilà devant cette femme pleureuse. C'est la femme qui en pâtit. Quand il y a des pleurs, quand il y a la guerre, quand il y a la tristesse, nous les mamans, nous sommes les premières victimes. Nous sommes celles qui sont violées. Nous sommes celles qui pleurons nos maris. Nous sommes celles qui pleurons nos enfants. Nous sommes celles qui souffrent le plus. Voilà pourquoi, en ce jour, nous nous sommes réunis pour sensibiliser toutes les parties. Et nous disons non à la guerre, nous disons non à la dissolution, nous disons non au conflit. Nous voulons la paix. Afin de voir leur message atteindre toutes les couches sociales, les mamans se sont exprimées également en langue nationale. Tunapenda kimya, hatupende vita kumugini yetu. Sie ba mama tulikia kulia hapa ku femme pleureuse juu ya kusema kama tunapenda batu bakwe pamoja, tunapenda kimya, tunapenda umoja. Sibana ngaya ito njemjane ko njikale mbutalala. Yote bonse mabia yote mwabu tega ni senga batari mwabu bare to kulo. Kasi muso ko tokale mwabu. Tuwe nganzala. Tiole. Bantu to bafuku ba muso wa se mukishasa. Yote tale bwe wakati wa muso. Tukale mwabu. Papa na betu. Betu ke na funu ya kimya kwa na mbwa na betu. Beti nezola banduki ve. Beti nezola zeba nketu ufaka pama bebe vile vitu ya mingi na nchi. Beti nezola kimya kufanya mbwala na betu. Samu mbwala na betu kutambula mbote. Beti nebuya masasi, beti nebuya. Beti ne famille. Beti za pota kimya kukocha na mbwala na betu. Beti kufanya na kimya na mbwala. Rassemblées devant le monument de la pleureuse, lieu de chute de leur marche, elles ont décidé de décréter le mois de mars comme étant celui de la paix. Notons que cette initiative d'Agora n'est pas la première ni la dernière, mais elle va s'étendre jusqu'à l'obtention de la paix définitive en RDC. Plusieurs personnes ont salué cette démarche citoyenne qui vise la reconnaissance des filles et fils de la République démocratique du Congo. C'est pour moi un motif de grande satisfaction de prendre la parole ici à Kinshasa à l'occasion du Forum national des affaires coutumières, le FNAC en sigle. Je souhaite la bienvenue au nom du peuple congolais à toutes les délégations venues de nos provinces et aux royautés sœurs d'Afrique et d'ailleurs qui ont accepté de rehausser de leur présence ce rendez-vous historique.
En vous voyant réunis dans cette enceinte dédiée à la culture et à la rencontre des peuples, je mesure l'ampleur de ce que représente ce forum, une rencontre entre mémoire et avenir, entre les racines profondes de notre identité et les exigences d'un État moderne, démocratique et décentralisé. Le thème que vous avez retenu, renforcement de l'autorité coutumière, gage de stabilité, de développement, de sécurité et de cohésion des communautés en République démocratique du Congo, exprime avec justesse une vérité que notre histoire confirme chaque jour, là où l'autorité coutumière est respectée, structurée et bien articulée à l'État, les communautés sont plus stables, les conflits mieux prévenus et le développement plus enraciné. Notre Constitution, en son article 207, reconnaît l'autorité coutumière comme socle des valeurs traditionnelles. La loi numéro 15/015 du 25 août 2015, fixant le statut des chefs coutumiers et les conditions de dévolution du pouvoir et modalités de son exercice, est une avancée majeure en ce que nous disposons déjà de balises juridiques claires. Mais l'enjeu aujourd'hui est de passer du cadre juridique à la pratique, du texte à la gouvernance quotidienne. Comment garantir une succession coutumière légitime et apaisée? Comment mieux articuler l'autorité coutumière avec l'administration territoriale, la justice, les services fonciers, les secteurs des mines, de l'agriculture, du développement rural et de l'environnement? Comment faire des chefferies, groupements et villages de véritables pôles de stabilité, de médiation et de développement local? Ce forum est l'espace approprié pour répondre à ces questions de manière collective, responsable et durable, en s'appuyant sur l'expérience des autres. Les sanctions sont tombées contre certaines personnalités du pays de Paul Kagame, de certaines personnalités rwandaises. Alors Fedi Mukendi, comment voyez-vous ces sanctions? Ce n'est pas quand même une première fois. Après ces sanctions, la première fois, on n'a pas enregistré une amélioration sur terrain, alors il y a encore des sanctions qui tombent. C'est le début de la fin. C'est pas la première fois que ces sanctions arrivent. Madame Noëlla, c'est le début de la fin de l'aventure de Paul Kagame dans la sous-région. Comment ça? Oui. Si vous pensez que ces sanctions ne servent à rien, mais Kagame est en train de est-ce que ces sanctions de vont souffrir. stopper quand Kagame même? est en train de parler, il ne parlait pas, il parle tous les jours. Mais est-ce que ces sanctions suffisent pour stopper cette agression dans l'Est de la RDC? Ces sanctions ne suffisent pas, mais elles vont contribuer beaucoup à la fin des violences en RDC. Comment ça? Ces sanctions vont pouvoir priver au Rwanda, à l'armée rwandaise, des moyens de sa politique militaire. Ces sanctions ici vont affaiblir l'armée rwandaise. Si Kagame continue à s'entêter de retirer ses troupes de la RDC va forcer ses troupes par les armes. Il y a même un risque que Kagame lui-même soit un jour capturé. Alors parce que saboter les accords de paix signés en présence de Donald Trump, le président américain, ce n'est pas saboter la RDC. Ce n'est pas saboter
les Congolais, mais saboter le pouvoir, le régime de cette grande puissance. Mais certaines personnes estiment que c'est juste une mascarade pour endormir les Congolais parce qu'on doit se rappeler que ce sont les grandes puissances qui sont derrière Paul Kagame. Hein. Qui étaient, qui ne sont plus. Vous avez des preuves que ces grandes Oui, puissances ne sont plus ces sanctions, c'est une preuve éloquente parce que les États-Unis, c'est pas comme les Européens. Les États-Unis, quand ils ne sont pas d'accord avec une chose, ils en parlent. Soit ils se taisent. Quand ils ne vous soutiennent pas, ils vous disent qu'ils ne vous soutiennent pas. Les sanctions, on ne les impose pas à un ami. On n'impose pas les sanctions à un allié politique. On impose les sanctions à un régime qu'on a oublié. Hein, je vous rappelle, lorsque le régime Mobutu était vers la fin et que les Américains ne soutenaient plus Mobutu, il y a eu des sanctions contre le régime Mobutu. Lorsque les Américains n'étaient plus d'accord avec Joseph Kabila, il y a eu des sanctions dans l'entourage de Joseph Kabila et nous connaissons où se trouve Joseph Kabila aujourd'hui. Lorsque les États-Unis ne sont plus d'accord avec Kagame, ces sanctions-là, c'est une preuve éloquente. Alors, très éloquente que c'est le début de la fin. Alors, à côté de ces sanctions, l'opinion internationale et nationale ont donc... l'opinion, de manière générale, a appris la nomination de l'Américain James Swang comme Swan, je pense que j'ai bien prononcé son nom, comme chef de la MONUSCO en République démocratique du Congo. C'est un Américain. Oui. Est-ce un autre signal fort à envoyer au Rwanda? Un signal très fort, ça veut dire qu'on envoie quelqu'un qui va vérifier réellement le respect de l'accord de paix signé à Washington. On rappelle que c'est un ancien ambassadeur. Hein? Oui. C'est quelqu'un qui va faire un rapport réel aux États-Unis. Et aussi, il faut vous rappeler que à la mission onusienne au Congo, on a donné un mandat beaucoup plus robuste et même intervenir en cas de besoin sans attendre l'avis du Conseil de sécurité. Donc, c'est un signal fort. J'ai dit, ces sanctions, c'est un début de la fin des aventures de Paul Kagame dans la sous-région en général et en République démocratique du Congo en particulier. Alors, est-ce que là, vous êtes en train de dire que petit à petit, Félix Antoine Tshisekedi emporte cette guerre parce que, avec la nomination de l'Américain, que certaines personnes estiment que c'est une nomination stratégique sur terrain, c'est parti pour une paix dans l'Est du pays? Je l'ai dit, il y a beaucoup de mots. Qu'est-ce que vous Les gens ne le croyaient pas. Qu'est-ce que vous avez dit? Je disais qu'avec les stylos, le président Tshisekedi est en train de finir cette guerre. Lorsque on a commencé les négociations pour cet accord de paix signé entre le Rwanda et la RDC, j'ai dit, ça y est, nous ne sommes pas pour longtemps avec cette guerre. Les gens n'ont pas cru. Lorsqu'on a signé l'avant-accord, on a appelé ça comment j'ai oublié les termes. Accord de principe? Accord de principe. J'ai dit que c'est terminé. Et lorsque nous avons signé l'accord de paix, j'ai dit là, c'est fini. L'opposition continuait à réclamer les dialogues. Parce que pour l'opposition... Alors vous parlez pour l'opposition continue, mais maintenant là, on dirait que la RDC est en train d'aller petit à petit vers ce dialogue. Mais les dialogues, c'est un mode de vie chez nous. Mais ces dialogues que nous voulons... résoudre la situation à l'est du pays parce que la crise, elle est sécuritaire. Les dialogues là que nous voulons, c'est un dialogue entre Congolais. Avec Nanga? Ça, c'est un Congolais devenu Rwandais.
Mais ce dialogue entre Congolais, pour quelle finalité? Pour coaliser davantage. Le partage du gâteau? Non, pour coaliser davantage, faire un front commun contre l'agresseur qui est le Rwanda. Mais, au cas mais où... vous allez coaliser comment? Parce que la guerre, c'est avec des armes sur terrain. Est-ce que les Congolais qui vont se retrouver autour de la table auront des armes, auront des munitions et tout ce qu'il faut? Je dis ceci. Par quel mécanisme? Moi, j'ai toujours dit que la guerre d'agression se termine, par les armes, en nous affrontant contre l'agresseur, 2, par la diplomatie, donc en négociant avec l'agresseur, en cherchant des alliés internationaux pour finir cette guerre-là. Il faut quand même déjà Mais parce que les dialogues, ça fait partie de notre mode de vie. Parce qu'il y a une frange des classes politiques qui veut les dialogues. Si jamais les chefs de l'État acceptent d'aller au dialogue, oui, c'est bien. Mais un dialogue initié par les chefs de l'État, par les institutions de la République, un dialogue qui ne va pas inclure les gens qui ont comploté avec l'agresseur pour piller les richesses de la RDC, pour tuer les Congolais et les Congolaises, pour violer nos sœurs et nos mamans. Alors, vous aviez certainement lu la lettre de Monseigneur Bernard Kassanda, l'archevêque du Kassai, si je ne me trompe pas, de Mbujimayi. De Mbujimayi, oui. Voilà, qui dénonce un peu le comportement de certains membres de la SENCO, mais aussi même l'élection qui a été organisée, qui a vu Monseigneur Donatien Chollet revenir, Fulgence Mouteba, et quand on lit, on comprend bien qu'au premier tour, Fulgence Mouteba n'était pas élu. Mais au deuxième tour, il a été élu. Alors, Monseigneur Emmanuel Kassanda a fait même référence aux Saintes Écritures. Et on comprend que ceux qui appellent matin, midi, soir le régime Tshisekedi à se conformer ne sont pas donneurs de leçons. Comment est-ce que vous aviez accueilli ces documents? Ils ne sont pas donneurs de leçons. Moi aussi, je l'ai toujours dit. Ils ne sont pas donneurs de leçons parce que, en fait, quand on est une église, on doit être au milieu du village. Mais la SENCO a toujours dit qu'elle n'est pas au milieu du village, qu'elle est du côté de faibles. Oui, du côté des faibles. Oui. Les faibles, pour lui, ce sont ceux qui ont les armes. Et il ne faut pas parler de les la SENCO, mais de certaines personnes. Je parle de la SENCO. Je parle bien de la SENCO parce que la SENCO est représentée par des humains. Quand ils prennent parole, Chollet, quand il prend parole, il ne prend pas parole comme Chollet, il prend parole comme SENCO. Donc, ces déclarations engagent leur organisation. Les faibles que la SENCO soutient, c'est Paul Kagame. Les faibles qu'ils soutiennent, c'est Nanga et les autres. Parce que nous avons vu Fulgence Mouteba bénir Nanga dans ses aventures. Nous avons vu Fulgence Mouteba, ce n'est même pas, en Bongo, considérer Kagame qui tue, qui viole dans notre pays comme un leader exemplaire. C'est lui qui viole les droits humanitaires internationaux. C'est lui qui viole notre intégrité, qui tue les fidèles catholiques en RDC. Monseigneur Ambongo le considère d'un leader modèle. Donc, alors, ça veut dire il faut que Félix Tshisekedi commence à tuer aussi. Il faut que les autres tuent. Selon vous, quelles sont vraiment les motivations qui poussent Monseigneur Chollet, Fulgence Mouteba, Ambongo à se comporter de la sorte? Cette lettre de Kassanda que vous évoquez, je ne sais pas si elle est vraie ou si dans les réseaux sociaux. C'est vrai. Si elle est vraie, oui, si elle est vraie, Monseigneur Kassanda a évoqué la haine tribale contre le président Félix. En dehors de ça, je pense que dans votre émission, il y a un intervenant qui a parlé des écoles conventionnelles catholiques, qui était payantes, mais qui aujourd'hui
des enfants ne paient plus. Donc, et vous voulez dire que tout est parti de là? Oui. Cet acharnement contre le président de la République qui a arrêté des intérêts personnels, c'est ça? Des intérêts personnels, oui. Oui, parce que les révélations de Maître Douga, c'était que Monseigneur Ambongo, donc Kinshasa, l'archevêque de Kinshasa, avait beaucoup de bénéfices sur les paiements des élèves. Parce que leur prise de position, Madame Noëlla, ça n'a rien de chrétienté, ça n'a rien d'église. Il n'y a aucune objectivité dans leur prise de position. Là, c'est selon Fedi Mukendi. Oui, selon moi, mais aussi selon les analyses de plusieurs. Même si je vous parle des faits, vous allez vous rendre compte que c'est vrai ce que je dis. Parce que, comment vous pouvez condamner votre président? Vous le condamnez en tout, même pour ce qu'il fait pour l'intérêt de faibles. La gratuité de l'enseignement, c'est pour les faibles. Hein? Les parents qui n'avaient pas le moyen d'envoyer leurs enfants à l'école. Je disais, les parents qui n'avaient pas le moyen d'envoyer les enfants à l'école, ce sont des faibles. Les femmes qui ne pouvaient pas aller payer l'argent de maternité pour accoucher, ce sont des faibles. Aujourd'hui, ces femmes-là accouchent gratuitement dans les maternités. Ils n'ont jamais félicité ça. Mais ils sont prêts à féliciter Paul Kagame. Ils sont prêts à répondre au président de la République lorsqu'il dit que nous ne voulons pas dialoguer avec ceux qui tuent nos frères. Pour dire, il n'y a pas que eux qui tuent, il n'y a pas que le Rwanda qui tue, nous aussi nous tuerons. Alors c'est complètement fini. Vous comprenez qu'il n'y a pas d'objectivité dans ce qu'ils font. Alors c'est complètement fini, Fedi Mukendi. Vous avez quelques minutes pour vous adresser à cette population qui vous a suivi ce dimanche. Je demande à la population congolaise de rester unis derrière les chefs de l'État, de les soutenir dans les efforts pour le rétablissement de la paix dans notre pays. De deux, la constitution de notre pays a été votée par les Congolais. Cette même constitution prévoit le moyen pour sa révision. Si la majorité de la population décide qu'on refuse, qu'on change, on doit changer. Il n'y a pas que les hommes, il y a aussi les textes qui posent problème. Nous demandons à ces quelques hommes qui sont dans les institutions, qui posent problème, de démissionner et nous laisser. Nous, on a envie de vous remplacer. On a encore beaucoup d'énergie. Le premier qui pose problème, c'est qui là? C'est Modeste Bahati lui-même. Parce qu'il refuse la révision de la Constitution, alors que la Constitution elle-même prévoit la révision de la Constitution. Alors, merci bien. Et pour finir, je rappelle au ministre de la Santé qu'au Kasaï oriental et dans d'autres provinces, il y a l'épidémie de la rougeole. Mobiliser les moyens pour une riposte à la hauteur de la menace. N'attendons pas de compter le nombre de morts, comme on en a compté pour Covid. Alors, merci bien, Fedi Mukendi. Je rappelle que vous êtes secrétaire national en charge de la communication et médias du parti Union des valeurs tshisekedi, parti cher à José Kalala. Merci d'avoir répondu à nos questions, avec le plaisir de vous retrouver prochainement pour une autre émission Info 7. C'est moi qui vous remercie, Madame Noëlla. Merci de l'invitation. Alors, Madame, Messieurs, en ce 8 mars, une pensée va droit vers toutes ces femmes qui se battent jour et nuit dans la partie est de la RDC. Malgré ces violences et cette insécurité, elles restent debout. Alors, tenez bon, parce que cette période difficile que vous êtes en train de traverser passera là dès ces 4 matins. Merci à vous, Madame, Messieurs. C'est l'heure. Info 7 est une émission de Congo Web Télévision. Info 7, votre émission. Info 7, notre émission. Merci de nous avoir suivis. Et ici, occasion pour nous de rendre un vibrant hommage à un de nos invités, Maître Didier Kondo, qui nous a donc quittés dans ce monde vivant. Et restez fidèles sur Congo Web Télévision, la chaîne Haute Définition. On se retrouve prochainement pour un nouveau numéro de votre magazine Info 7. Au revoir. Au revoir.